Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le laboratoire de Wuhan, ça vous dit quelque chose, le laboratoire P4 de Wuhan? Vous vous rappelez du pangolin et de la chauve-souris? Vous vous rappelez d'un certain virus, SARS-CoV-19? Eh bien, beaucoup de nouvelles, beaucoup d'informations et un sacré rebondissement. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Dans un entretien rapporté par nos confrères de CNews, un certain professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 2008 pour sa découverte du virus du sida, explique qu'il ne croit pas que le coronavirus Covid-19 provienne d'une contamination dans un marché aux animaux sauvages de Wuhan. C'est une belle légende, ce n'est pas possible, dit-il. Le virus sort du laboratoire de Wuhan qui s'est spécialisé sur ces coronavirus depuis le début des années 2000. Et là, ça a été le tsunami. Pauvre Luc Montagnier, il a été très bien, mais puis il est devenu un peu sénile. La vieillesse, il dit n'importe quoi, conspirateur, complotiste, etc., etc. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu? Paix à son âme. Je rappelle que le professeur Luc Montagnier s'est éteint il y a un peu plus d'un an. Et effectivement, on pourrait dire, bon, ça s'arrête là. Évidemment, rien ne s'arrête, ni en science, ni en histoire. Eh bien, hier, le ministère américain de l'énergie, c'est pas une bande de gauchistes irresponsables, ni de complotistes d'extrême droite, estime que la pandémie de Covid-19 a très probablement, et ils insistent sur très probablement, était provoqué par une fuite de laboratoire. C'est un rapport classifié de la Direction nationale du renseignement qui a été fourni à la Maison-Blanche et aux principaux membres du Congrès. Voilà. Il rejoint le FBI. Le FBI avait dit que dès 2021 que la pandémie était probablement le résultat d'une fuite accidentelle d'un laboratoire de Wuhan. Voilà. Et là, évidemment, en Amérique, ça relance les polémiques. Les commissions d'enquête se multiplient et l'enquête va aller jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que ça signifie déjà? Bonjour, professeur Didier Raoult. Bonjour. Alors, qu'est-ce que, pour vous, alors on n'en a pas la preuve formelle, ce n'est pas un problème d'ailleurs de spéculation, mais pendant très longtemps, tous ceux qui osaient dire que peut-être que ça avait pu sortir d'un laboratoire étaient traités de tous les noms. Apparemment, les autorités officielles américaines, aujourd'hui, eh bien, ils disent, écoutez, c'est très probable que... Qu'est-ce que cela vous inspire ? Je vais vous faire de la peine. Je sais. Vous allez me dire, moi, je ne fais pas de prédiction et je ne fais pas d'analyse. Non. Je vais vous dire. Non, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi je ne fais pas de prédiction et je ne fais pas d'analyse et pourquoi je suis prudent. Oui. Parce que je me suis fait avoir une fois par les Américains sur le coup du bioterrorisme et du charbon, qui était un fantasme, qui était destiné juste à faire la guerre à l'Irak. Je comprends. Ça vaut le coup, d'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas vu, j'ai dit plusieurs fois, il faut voir le film qui s'appelle Vice, ou Vice, comme vous voulez, qui est l'histoire de Dick Cheney, où on raconte très bien comment la CIA a laissé fuiter qu'il y avait plein de trucs de charbon dedans. Moi, j'étais chargé de mission auprès du ministère, et j'ai reçu cette intoxication par différents filtres. Et donc, si vous voulez, je suis comme Virgile qui dit dans l'Énéide, je me méfie des Grecs et de leurs cadeaux. Et donc, dans une situation où l'Amérique est en train de faire monter la pression contre la Chine, il est sorti cette histoire, en même temps que l'histoire d'un député qui dit il faut punir la Chine parce que c'est elle qui fait chimiquement le fentanyl, qui est un des éléments de l'épidémie des opioïdes, avec Bourdou, qui elle est une vraie machine américaine qui a fait des sous avec. Donc si vous voulez, j'ai, en fonction de la source de l'information, si vous voulez, non vérifiée, je suis extrêmement prudent. Maintenant, je vais vous parler de science, pour vous dire pourquoi je n'y crois pas. Les gens ne savent pas. Nous, on fait un travail. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus les choses que je vois que les spéculations. Simplement, je suis un peu sensibilisé et quand je
je vous raconte l'histoire du charbon. Quand même, on a réussi à faire la guerre à l'Irak qui n'avait pas un poêle de charbon. Quand même, c'est clair, oui. Qui était un truc américano-américain. Ça sortait de Fort Detrick, pas de Wuhan, de Fort Detrick, ça sortait. Maintenant, je vais vous expliquer un peu ce qu'est ce virus, qui est une des choses sur lesquelles on connaît le plus de choses maintenant. On n'est pas il y a 2 ans, là, maintenant on est plus tard. Rien qu'ici, ont été faits 60 000 génomes. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la virologie, donc on peut tout examiner. Il y a 200 mutations dans ce virus qui est petit, qui fait 28 000 bases. Il y a 200 mutations qui sont ce que nous on appelle hyper fertiles, c'est-à-dire qui ont généré une descendance de plus de 1000 séquences dans notre propre banque. D'accord ? Donc ces 208 étaient tous imprévisibles. Donc je ne crois pas, et certains sont extrêmement surprenants, même avec un nouveau concept qu'on a créé, qu'on appelle le mistigris, c'est-à-dire qu'il y a un gène qui donne de l'efficacité au virus quand on le détruit. D'accord ? Paradoxal. Donc c'est paradoxal, c'est ça qu'on appelle ça le mistigris. Et la chose qui s'est passée la plus importante, et la pandémie que nous avons vécue n'est pas le virus qui est sorti directement de Chine, mais c'est quand ce virus est arrivé, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été comprises par les uns et les autres, quand ce virus est arrivé en Italie, il a eu une mutation dans une enzyme qui est très importante, qui s'appelle la RNA polymérase, c'est-à-dire c'est ça qui duplique le virus, d'accord ? Et au lieu d'avoir très peu d'erreurs, cette RNA polymérase fait beaucoup d'erreurs, probablement 100 fois plus d'erreurs. Donc il y a 100 fois plus de mutations avec cette RNA polymérase qu'avec l'ancienne. Et c'est ce qui a fait l'incroyable diversité de ce que nous voyons. C'est ce qui fait que les vaccins qui étaient basés sur l'idée que ce virus ne changerait pas n'ont pas marché. C'est ce qui fait, vous voyez, toutes les déductions qui avaient pu être faites, c'est pour ça que, comme vous dites, je ne prédis jamais. J'ai toujours dit, on ne peut pas prédire avec un nouveau virus. Toutes les déductions qui ont été faites sur l'analyse de la RNA polymérase des autres coronavirus qui ne font pas autant d'erreurs. Mais celle-là s'est mise à faire des erreurs et donc elle a fait, c'est simple, sur les 28 000 bases, il y a 20 000 bases qui ont eu des mutations au cours du temps. C'est inouï, le taux de mutation est inouï. Et c'est très exceptionnel dans l'histoire des virus. D'une part, c'est exceptionnel, mais si vous voulez, on n'a jamais eu l'occasion d'avoir autant de génomes de virus disponibles. Si vous voulez, quand on regarde les autres virus, vous avez une centaine de génomes, c'est bien. Là, dans le monde, il y a je sais pas, il y a peut-être 1 million de séquences. Donc la capacité à analyser et à voir ce qui se passe, ça apprend des choses que les gens ne savent pas, surtout les gens qui n'ont pas travaillé depuis 10 ans. Les virus ne sont pas des objets, ça bouge tout le temps. Donc, vous appelez ça vivant ou pas, c'est de la sémantique, ça m'est égal, mais ça bouge tout le temps. Par exemple, j'ai eu l'occasion de vous dire, les virus qu'on isole maintenant ont 100 mutations de différence par rapport à celle de Wuhan. Donc vous voyez bien, vous ne pouvez pas dire que Wuhan a fait tout ça. Et ce que l'on sait, c'est que le vrai tournant, la vraie mondialisation de ce virus, c'est le changement, c'est une mutation dans l'RNA polymérase, qui est un gène bien entendu essentiel, puisque c'est lui qui reproduit les choses. Et donc si vous faites des erreurs en reproduisant, vous créez une diversité absolument inouïe. Vous voyez bien que toutes les prédictions faites avant même d'avoir cette notion, c'était du délire, c'était de l'astrologie, c'est pas censé. Tout à fait. Mais ce RNA polymérase, vous l'avez dit, c'est à partir de l'Italie, enfin, c'est en Italie que ça a vraiment... C'est en Italie qu'on voit les premières séquences, oui. D'accord. On voit la première fois où cette mutation apparaît, et elle diffuse après dans toute l'Europe, et puis ça part aux États-Unis, ça part dans le monde entier, avec cette mutation. Donc la mutation originelle de la pandémie, on peut dire, l'épidémie était en Chine, et la pandémie a commencé à partir de cette mutation. Pratiquement toutes les séquences qui ont été isolées dessus présentent cette mutation. Mais ça ne s'est pas fait à Wuhan. C'est ça. Donc l'épisode du laboratoire de Wuhan, la fameuse fuite du laboratoire de Wuhan, vous paraît pour le moins, en tout cas, hasardeuse, disons. Moi, j'ai toujours dit, et que ce soit pour Luc Montagnier ou pour n'importe qui, la science est faite de controverses, d'opinions différentes, et on a le droit de les mettre sur la table, on a le droit de discuter. Après, si vous voulez, malheureusement, dans la presse et dans un certain nombre de ministères, les gens ont des certitudes simples qui est liée à leur manque d'éducation. C'est parce qu'ils sont ignorants qu'ils ont des idées simples, si vous voulez. Dès qu'on n'est plus ignorant, on regarde les hypothèses. On voit la complexité de la chose. Voilà, on voit la complexité de la chose. On commence pas, vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, il y a des interlocuteurs que je veux plus avoir parce que je leur dis combien
ça fait 1 et 1. Il me dit, enfin, c'est évident, ça fait 2. Mais enfin, dans notre monde, vous savez que la plupart du temps, 1 et 1 ne font pas 2, ça fait 10. Hein. Et toute la jette de boules, tous vos ordinateurs, tout le langage informatique est basé sur le fait que 1 et 1 font 10 et pas 1 et 1 font 2. Mais si vous voulez couillonner quelqu'un, vous lui posez la question combien ça fait 1 et 1, il dira bien sûr, ça fait 2. Ça veut dire qu'il est inculte, vous voyez. C'est ça sûr. Que ça veut dire. Donc effectivement. C'est les choses les plus communes du monde. Ouais. C'est un bon exemple, ça, c'est une belle métaphore, effectivement. Donc, effectivement, à faire attention à tout cela et en attendant de dire non, parce que le pangolin et la chauve-souris, c'est parti dans le fantasme, mais ça, on l'a dit, vous l'avez dit aussi, l'auberge espagnole des fantasmes était ouverte et bien ouverte, et donc ça continue, quoi. Oui, ça continue. Et puis, si vous voulez, sur le plan, encore une fois, tout est possible. Moi, si on me dit, écoutez, finalement, on a trouvé que c'était vrai, pas que c'était un bruit qui est lancé au moment où les États-Unis sont en train de se disputer avec la Chine. Hein. Ouais. En dehors de ce moment-là, au contraire, au moment où ils sont très copains, on regardera s'ils disent la même chose. Parce que, quand même, tout ça, c'est des outils qui ont déjà servi. Moi, je suis trop vieux pour qu'on me resserve la soupe. Hein. Donc, je pense que, encore une fois, toutes les hypothèses sont intéressantes et vérifiables. C'est intéressant, c'est une vraie question. Sur le plan scientifique, si vous voulez, la capacité que nous, on a vu de ce virus, de se recombiner, c'est-à-dire de prendre 2 souches différentes et d'en faire une troisième. On a été les premiers à décrire ça avec un truc qui s'appelle θ-micron, où il y avait un delta plus 1 micron. Ce virus, sa capacité de mutation et de recombinaison est telle que, si vous voulez, dans la nature, vous savez, quand vous avez vu une grotte avec des chauves-souris, il peut y en avoir 1 million dans une grotte. Et elles se frottent les unes les autres, elles sont toutes en contact. Donc le degré d'échange de virus qu'il y a chez les chauves-souris, c'est quelque chose d'absolument inouï. Et donc la capacité à reproduire ça au laboratoire, c'est-à-dire à tester au hasard ces mutations qui vont permettre à un virus de se répandre et de rebondir, si vous voulez, est très très faible comparé à ce qui se passe dans la nature. C'est des zoonoses. Donc c'est ça le vrai point. Et puis il faut laisser, je me permets de rajouter un petit mot qui a à voir, mais peut-être pas directement. Vous avez les gens, il faut laisser les gens avoir leur avis. Moi, je suis très content cette semaine. Finalement, je suis d'accord avec la Haute Autorité de Santé qui est devenue d'accord avec moi sur 3 éléments qui étaient incroyablement contestés. C'est-à-dire, il n'y a pas que les essais randomisés, les essais comparatifs sont aussi utilisables. C'est l'HAS qui l'a dit. Deuxièmement, la vaccination généralisée n'a plus lieu d'être, il faut s'arrêter. Et puis troisièmement, il faut réintégrer les soignés non vaccinés. Voilà, c'est 3 choses que je répète depuis 2 à 3 ans quand même. Donc vous voyez qu'à la fin, on se rejoint. Donc il ne faut pas empêcher les gens de parler, parce que à la fin, ceux qui n'étaient pas d'accord, on ne sait pas à l'avance ceux qui vont changer d'avis. Mais on peut changer d'avis, et donc il faut laisser, il ne faut pas censurer les gens, il faut laisser les gens s'exprimer de manière à ce que la vérité petit à petit apparaisse, parce qu'il y en a qui l'ont portée. En fait, laissons tous s'exprimer, mais ne gobons pas tout sans... Exactement. Voilà. Exactement. Et puis surtout, il ne faut pas prendre pour des scientifiques des gens à qui on a dit quelque chose et qui le répètent. Il faut qu'ils comprennent, vous voyez. Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas beaucoup à comprendre. C'est les scientifiques et les haut-parleurs, c'est pas tout à fait la même chose. Merci, professeur Didier Raoult. Au moins, on a éclairci un certain nombre de choses. Allez, à très bientôt. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Effectivement, je ne dirais pas dans la tourmente, mais dans des problèmes, et dans des problèmes pratiques. Et nous avons appelé un garagiste de Colmar, Philippe Aubrecht, qui est le dirigeant du garage Aubrecht à Colmar. J'ai discuté avec lui au téléphone il y a quelques jours et vraiment je lui dis qu'il fallait en parler pour la France, pour tout le monde, pour savoir ce qui se passe exactement, pour quelqu'un qui est un entrepreneur, qui vit de cela, qui paye ses impôts, qui paye ses URSSAF, et c'est pas simple, c'est le moins que l'on puisse dire en ce moment. Bonjour Philippe Aubrecht. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour tout le monde. Bonjour. Et Philippe Aubrecht, dites-moi, on a commencé à parler justement ce que je disais pendant un moment, et ce qui m'a absolument frappé, vous dites, écoutez, moi je travaille 12 heures par jour, j'y arrive, mais j'arrive de moins en moins. Alors je voudrais que vous nous disiez pourquoi. Donc vous avez un garage automobile, donc à Colmar, au centre de Colmar, et vous dites c'est devenu de plus en plus difficile. Alors décris-moi ce qui se passe pratiquement, concrètement pour vous.
Concrètement, c'est que nous sommes écrasés par les charges, charges de l'État, l'URSSAF, TVA. Oui. L'évolution des véhicules, donc il faut qu'on s'adapte, qu'on investisse des sommes monstres dans du matériel, valises diagnostiques, équipements. Pour avoir les données des véhicules, il faut qu'on paye un abonnement donc aux constructeurs, aux fabricants de logiciels. Donc on a 5, 6, 7, 8 abonnements par an. Chaque abonnement, il faut compter entre 1000 et 1500 euros. Et vous devez vous abonner à ça, sinon vous ne pouvez pas faire votre métier comme il faut, quoi. C'est ça? Non, mais on ne peut pas faire notre métier puisque maintenant tout se passe avec la valise diagnostique pour la recherche des codes défauts et tout. Donc si on n'a pas ces données constructeurs et les codes défauts, mais on ne peut pas intervenir sur un véhicule. D'accord. L'URSSAF qui... alors l'URSSAF, c'est combien par rapport... Alors, combien vous payez? Vous avez une entreprise. Aujourd'hui, vous m'avez dit que vous aviez 3 employés ou 4 employés. Aujourd'hui, vous n'avez plus que votre femme et vous-même, c'est ça? Voilà, tout à fait, parce que l'URSSAF, sur un salaire, vous comptez le double. Donc, si vous avez un salaire de 2 000 euros, il faut compter à peu près 4 000 euros. Ouais. Et l'URSSAF, personnellement pour moi, c'est presque 48% de mon bénéfice. D'accord. Donc, si vous faites une marge de 30 000 euros à peu près, vous payez 15 000 euros d'URSSAF. D'URSSAF, oui, c'est 50%, oui, c'est énorme. Et dites-moi ce que vous proposez. Alors, vous savez, on dit voilà, à 2035, fini, plus de diesel, plus de voitures thermiques, que la voiture électrique. Ça veut dire quoi, en fait, concrètement? 35, c'est demain, nous sommes en 2023, 2035, c'est dans 12 ans. Ça veut dire quoi, en fait, concrètement, par rapport à votre métier? Donc par rapport à mon métier, ça sera une perte de chiffre d'affaires, puisque le véhicule électrique, il y a presque plus de pièces à changer, presque plus de panne. Nous, en tant que petit garage, on pourra juste changer les pneumatiques et les plaquettes, et voir les plaquettes de frein s'usent beaucoup moins, puisque c'est le moteur électrique qui fait office de frein. De frein, oui. Donc, au point de vue prestation, mais on ne pourra pas faire grand-chose. Et le véhicule électrique, ça ne sera pas la solution donc à l'heure actuelle, puisqu'une voiture électrique, déjà, vous êtes limité, mais en autonomie. Ouais, oui. Et puis ça coûte cher aussi, enfin c'est pas donné. Très cher, puisque pour un véhicule électrique, il faut compter minimum 30-40 000 euros, donc une bonne partie des Français ne pourront pas se payer. Mais c'est ça, Monsieur Obrecht, excusez-moi, c'est ça que je comprends pas. On dit on va être dans le tout électrique. Alors les Français qui ne peuvent pas se payer la voiture électrique, ils vont faire comment? C'est la bonne question. C'est la bonne question. Comment ils vont faire? Ils vont essayer de garder leur ancienne voiture, puisque là j'ai pratiquement tous les jours une dizaine de clients qui me demandent qu'est-ce qu'on doit acheter comme voiture, mais je sais absolument pas quoi leur répondre, puisque maintenant il y a les ZFE, les zones à faible émission, d'ailleurs que peu de personnes connaissent encore. Donc oui, les territoires, les zones à faible émission, les ZFE, oui. Et on ne sait pas ce que c'est encore, enfin. Oui. Donc les villes de plus de 100 000 habitants, avec votre véhicule critère 4 et 5, déjà vous ne pouvez plus rouler. Comme là, à Strasbourg, si vous avez un diesel critère 5, vous ne pouvez plus rentrer dans Strasbourg. Dans Strasbourg, donc, d'accord. Comment fait-on? Il faut changer son véhicule. L'année prochaine, c'est les critères 3, et l'année suivante, ce sera les critères 2. Donc il faut déjà avoir un véhicule critère 1. Critère 1, c'est tout nouveau véhicule qui sort. Donc pareil, il faut acheter un nouveau véhicule. Déjà, les gens n'ont pas les moyens de payer les réparations sur leur véhicule actuel. Alors comment ils vont faire pour acheter un nouveau véhicule ou se déplacer? Les transports en commun ne sont pas assez développés et fournis. Donc ça va vraiment être un gros problème. Et dites-moi, et des entreprises comme la vôtre, Monsieur Obrecht, elles sont menacées pour vous? Est-ce que vous pensez que vous risquez de fermer boutique, comme on dit? Oui.
Oui, tout à fait. Déjà par rapport à la crise Covid, j'ai beaucoup de confrères qui ont dû fermer leur garage. Et là, par rapport à l'évolution, on n'aura pas les moyens de se développer et d'acheter un nouvel équipement pour les véhicules électriques. Et donc, on fermera. Sans compter qu'il faudra qu'on se forme. Les formations, c'est un coût aussi. Et en plus, sur les véhicules... Voilà, c'est payant. Hein. Une journée de formation, c'est à peu près 800, 900 euros. Par journée de formation. Par journée de formation. Donc, pour un employé, il y a une participation puisqu'on paye dans une caisse de formation, mais c'est limité à 2-3 jours par an. Pour nous, donc artisans, c'est payant. Hein. Donc, si on n'a déjà pas de trésorerie de côté, se payer une formation, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. En plus, pour les véhicules électriques, mais il n'y a pas de formation donc actuellement. Hein. C'est juste des habilitations. Donc c'est une habilitation qui vous dit juste. Monsieur Aubrecht, oui, restez avec nous. Nous allons avoir les informations et on reprend avec vous parce que on va continuer. C'est très important ce que vous nous dites parce qu'il n'y a pas que vous. Il y a vraiment tout un tissu actuellement de TPE, de PME qui sont en danger de mort et c'est très grave. On se retrouve juste après les informations. À tout de suite. Et dans le face-à-face du mardi 28 février, nous serons avec Jean-Philippe Trottier, essayiste pour son livre « Les illusions dangereuses, comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme ». Vous nous appelez au 0826 300 300 pour participer à l'émission. A tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Est-ce que les carottes sont cuites pour des milliers, voire des dizaines de milliers ou plus de petites entreprises, de TPE, d'artisans, de commerçants qui ne sauront plus à quel sas se vouer entre l'URSSAF, les nouvelles technologies, les règlements européens, les impôts à payer en tout genre et le fait que vraiment l'avenir a l'air bouché. On ne veut pas être pessimiste, mais quand même, quand on écoute Philippe Aubrecht, qui est le dirigeant du garage Aubrecht à Colmar, on se dit, mais Philippe Aubrecht, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce que vous désireriez ? Parce que je suis sûr que vous n'avez pas envie, vous de fermer, vous n'avez pas envie d'arrêter Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, Philippe Aubrecht ? Donc j'ai 52 ans, hein, je fais ce métier, j'ai commencé en tant qu'apprenti et je suis à mon compte, ça fait une quinzaine d'années à peu près. D'accord. Donc il me reste encore une dizaine d'années donc à travailler. Oui. Mais je ne pense pas que je pourrais continuer donc à rester à mon compte donc à ce rythme-là. Ouais. Puisque chaque fin du mois, c'est la galère pour joindre les deux bouts. Et le gros problème qu'on a donc actuellement, c'est le recrutement, hein, le personnel, hein, parce qu'on. Ah oui. Pourquoi il y a plus de mécaniciens. Hein. C'est une denrée rare. C'est un métier qui a été dévalorisé, certes par les salaires, hein, puisque de nos jours avec le SMIC ou 1500 €, on n'arrive plus à vivre. Et comme je vous disais tout à l'heure, donner un salaire de 2000 €, c'est totalement impossible pour une TPE. Parce que vous en payez 4000, comme vous disiez, etc. Oui, mais alors dites-moi, il n'y a plus de mécaniciens parce que aussi ils n'ont plus envie de faire ce métier parce qu'il est dévalorisé ? C'est quoi ? Parce qu'il est parce qu'il est dévalorisé et parce qu'il évolue trop vite. Donc les mécaniciens de ma génération quittent le métier parce qu'ils n'arrivent plus à suivre. Et c'est surtout par rapport à ça. Et comme dit, il y a plus d'intérêt au métier. Il y a plus de passion aussi. Nous, notre passion, on l'a eu durant notre jeunesse quand on avait notre mobilette, notre scooter, mais on bricolait dessus donc en étant jeune. Et
jeunes actuels n'ont plus ce moyen de locomotion, à part l'ordinateur, la télé, et ils ont plus cette fibre mécanique. Oui, donc, de s'occuper de la mécanique, de bricoler au vrai sens du terme, au sens le plus fort du terme. Mais dites-moi, vous travaillez par exemple, là aujourd'hui, vous travaillez combien d'heures par jour? Enfin, quel est votre rythme de travail? Le rythme de travail, c'est entre 10 et 12 heures par jour. Hein. Donc, comme je suis seul, donc le plus grand temps, c'est les recherches de panne, hein, parce qu'on perd un temps monstre sur les recherches de panne avec les véhicules actuels. Ouais. D'ailleurs, qu'on ne peut pas facturer, hein, parce que des fois, on passe 8 heures, 16 heures sur un véhicule pour contrôler le faisceau, pour contrôler tous les contacteurs, tous les composants. Donc, on ne peut pas présenter une facture à un client de 16 heures de main-d'œuvre. Et juste, vous aujourd'hui, vous gagnez combien vous payez un salaire de combien aujourd'hui? J'arrive donc actuellement à avoir le SMIC. Le SMIC. Grosso modo, le SMIC. En travaillant 12 heures par jour. En travaillant 12 heures par jour. Là, pour une question de santé et familiale, j'ai arrêté de travailler le samedi, puisque on n'avait plus de vie. Et samedi, dimanche, mais on le consacre aussi à la comptabilité, à toute la charge donc administrative qu'on a de plus en plus. C'est ça, les week-ends, vous passez votre temps à faire la paperasse, enfin les papiers, etc. C'est ça. Voilà, tout à fait. Et dites-moi, Philippe Aubrecht, vous, par exemple, vous dites pour ne pas effectivement finir et puis faire autre chose, etc. On ne peut plus vivre de son métier, mais quel serait pour vous, si vous aviez un politique qui vous comprend, j'espère qu'il y en a, quelles seraient les mesures les plus importantes, les plus urgentes à faire pour faire revivre et survivre ce métier qui est quand même essentiel? La baisse des charges, hein, tout simplement, hein, la baisse de l'URSSAF ce qui nous permettrait d'employer du personnel et une baisse d'URSSAF de notre côté aussi, pour qu'on puisse quand même avoir un petit quelque chose. C'est pareil, le gros problème, c'est la reprise d'entreprise, puisque j'ai plusieurs confrères qui veulent vendre leur garage et donc ils n'y arrivent pas. Il n'y a plus de personnes intéressées pour se mettre à son compte pour reprendre un garage vu la conjoncture actuelle. C'est ça, oui, ils ne veulent plus faire leur propre entreprise, prendre ça à leur compte, et donc ils s'agglomèrent à des grands groupes, c'est ça. Vous, par exemple, si demain, ce que je ne souhaite pas, ce que Dieu ne plaise, ça s'arrête, vous allez continuer votre métier en faisant dans une entreprise beaucoup plus large, ou vous feriez autre chose? C'est la question que je me pose. Le problème, c'est que je suis passionné de mécanique, donc j'aimerais continuer dedans, mais c'est quand même un métier physique et pénible. Et je suis encore jeune à 52 ans, mais je ressens quand même certaines douleurs et courbatures, parce qu'il faut quand même avoir des gestes et postures un peu spécifiques dans notre métier. On travaille au froid, mais on travaille dans la saleté, avec des hydrocarbures, avec des vapeurs toxiques. Donc ça, c'est une vraie pénibilité. Vous avez la pénibilité. C'est pour ça que l'âge, c'est pas une question d'âge, c'est une question de pénibilité, de métier ou pas. En tout cas, écoutez, c'était la passion. Moi, je vous souhaite vraiment de pouvoir garder, et vraiment que les politiques vous écoutent. C'est quand même hallucinant qu'il y ait des milliers de gens, des dizaines de milliers de gens que vous qui ne peuvent pas continuer à cause des charges, à cause des surcharges, alors que des milliards sont dépensés, on ne sait pas comment, on ne sait pas où. Enfin, je veux pas faire de démagogie, mais je trouve quand même incroyable que des citoyens français ne peuvent plus exercer un métier comme celui de garagiste. C'est pas un métier en superflu, c'est pas inutile, c'est pas un métier d'œillet sur la boutonnière, quand même, c'est fou. J'espère vraiment que vous allez y arriver. Et je voulais aussi dire, pour la création d'entreprises, il faudrait que l'État aide plus donc administrativement pour créer des entreprises.
parce que c'est la croix et la bannière quand on veut se mettre à son compte. Qu'est-ce qu'on fait, où on va, quelles sont les démarches administratives à faire. Donc maintenant, mais il n'y a plus de bureau, il n'y a plus rien, tout se fait par Internet, mais on ne sait pas par quoi commencer. Et il faudrait déjà qu'il y ait une aide de ce côté-là. Donc il y a la Chambre des métiers, mais ça ne fait pas tout. Non, mais il faut y avoir des interlocuteurs et pas seulement par télétravail et pas seulement par dialogue. Merci beaucoup, Monsieur Obrecht. Merci de votre témoignage et j'espère que vous allez tenir le coup et surtout pouvoir vraiment travailler sans faire des 12 heures par jour et des week-ends inexistants où vous ne pouvez pas vous reposer, et puis faire le loisir. Merci encore. Bien, merci à vous et bonne journée. À vous aussi. Merci. Au revoir. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que James Bond, les livres de James Bond ont été rattrapés par la culture woke. Et oui, la fameuse cancer culture. Et oui, ça y est, on caviarde. Et oui, on vous avait parlé de Roald Dahl, le fameux écrivain britannique pour enfants qui a déjà été caviardé. Heureusement, Gallimard a résisté et bravo pour les éditions Gallimard. Et bien maintenant, c'est Ian Fleming, le créateur de James Bond. Eh bien voilà, par exemple, juste un moment, on vous dit Bond pouvait entendre le public halter et grogner comme des porcs devant l'abreuvoir, il sentait ses propres mains empoigner la nappe, sa bouche était sèche, eh bien on enlève tout ça. Bond pouvait sentir la tension électrique de la pièce. Voilà, on caviarde, on ne peut plus dire, par exemple, une réflexion, une bande de criminels, disait Ian Fleming, ce sont des gars plutôt respectueux des lois, sauf qu'ils ont trop bu. Et maintenant, ce sont des gars plutôt respectueux des lois. Voilà. On censure, on coupe. Même Ian Fleming, même James Bond. Vous savez quoi? Je vais vous dire. C'est du fascisme. Le fascisme est à l'œuvre. Avant, c'était, on brûlait, en 33, on brûlait les livres. Et bien maintenant, on les caviarde. On les émascule, on les coupe. C'est quand même scandaleux, ça continue, on va aller jusqu'à où? Demain, c'est quoi? C'est Victor Hugo, Proust, etc. Vraiment, mais c'est pas possible. James Bond, allez, foutez-lui la paix à James Bond et à Ian Fleming, surtout. Tout de suite, le face-à-face du mardi 28 février avec Jean-Philippe Trottier, essayiste pour son livre Les illusions dangereuses, édition Artege. À tout de suite sur Sud Radio. Dans tous ses états. Le face-à-face. Comment les idéologies nouvelles asservissent l'homme? C'est la question que s'est posée Jean-Philippe Trottier dans son livre Les illusions dangereuses aux éditions Artege. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Bonjour. Alors Jean-Philippe Trottier, vous êtes au Québec. On vous a en direct du Québec avec une tempête de neige, c'est ça? Écoutez, on ne peut rien vous cacher. Où avez-vous appris ça? Ah, par vous. Je sais que vous étiez en train de discuter avec mon réalisateur et j'ai tout compris. Alors, écoutez, et c'est l'heure du petit déjeuner en plus. Ah, mais c'est vrai. Et écoutez, bon petit déjeuner. Je vais vous dire que vraiment, j'ai beaucoup apprécié votre livre, donc aux éditions Artege, Les illusions dangereuses. Petite évocation de Collerlo de Laclos. Lui, c'était les liaisons. Vous, ce sont les illusions. Mais c'est très intéressant parce que vous rappelez, voyez, on vient d'évoquer James Bond, vous voyez, attaqué par la culture woke très fortement, voilà, on réécrit les bouquins maintenant, on les brûle plus, non, il y a un progrès, voyez, on les brûle plus comme au temps des nazis, on les réécrit, voilà, c'est d'autres autodafés, hein. Et ça, voilà, exactement. Alors, votre livre, très intéressant, disant effectivement les mots MOTS sur les mots MAUX, et ces mots-là. Alors, vous parlez, on va évoquer tout cela avec vous, on va prendre le temps jusqu'à 14h. La concurrence victimaire, les idoles. Alors, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous introduisez dans cette espèce de maelstrom et de tsunami politiquement, éthiquement, moralement, communautairement correct, l'idée que il faut voir, nous avons remplacé les idoles. C'est-à-dire que la religion, bon, il y avait la croyance en Dieu, qu'il soit juif, chrétien, musulman ou polythéiste. Et puis, ça a remplacé. Et alors, c'est très intéressant parce que vous parlez des idoles et de l'idolâtrie contemporaine. Qu'est-ce que c'est pour vous, Jean-Philippe Trottier, cette idolâtrie contemporaine ?
Et une idolâtrie, écoutez, l'homme ne peut pas vivre sans Dieu, je le dis, je suis catholique pratiquant si vous voulez, mais il ne peut pas vivre sans un tout autre, sans quelque chose, quelqu'un qui le fonde fondamentalement. Quand on perd la culture et les représentations religieuses, en l'occurrence judéo-chrétiennes, on va s'en trouver de rechange. Mais quand elles sont changées, elles sont souvent dégradées. Et donc, on va se trouver des dieux à la mesure humaine que l'on peut... Par exemple, Jean-Philippe Trottier, donnez-nous un exemple d'idolâtrie, enfin de nouvelles idoles. Il y en a eu deux au XXe siècle, enfin il y en a eu plusieurs si vous voulez, parce que l'idolâtrie est constitutive du destin humain, si vous voulez, on n'a rien inventé. Il y a eu le communisme et il y a eu le féminisme essentialiste. Ce sont des idéologies qui sont nées dans des circonstances qui les justifient amplement et qui ont réintroduit dans leur discours et dans leur combat ce qu'on appelle une téléologie, un combat religieux du bien contre le mal. Le Christ en croix devient le prolétaire exploité. Ouais. Dans le cas du féminisme essentialiste, c'est la femme aliénée mur à mur qui s'identifie à une Vierge Marie qui, elle, est pure, mais comme en même temps, c'est la mère de Dieu. Alors, on a dans ces idoles un mélange de bien extrême, pur, incapable de faire le mal, et en même temps, des idoles qui veulent également peser sur l'histoire. Or, on ne peut pas peser sur l'histoire en étant innocent. Dès qu'on exerce le pouvoir, on l'exerce potentiellement bien ou potentiellement mal. Or, le communisme et le féminisme essentialiste, dont je parle moi dans mon bouquin, sont des espèces de morale extrêmement pure et d'autant plus dangereuse. Alors, vous dites morale. Oui, non, mais c'est très intéressant parce que votre parallélisme avec les féministes essentialistes, ce que vous appelez essentialistes, celles qui chosifient, et qui la femme, voilà, c'est celle-là qu'on veut, la femme contre les hommes, la femme qui s'affranchit, etc. Et vous dites, mais ça ramène à la croyance en la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'elle rêve à une espèce de femme vierge de tout contact. C'est quoi exactement? Parce que comme Marx avait remplacé le Christ par le messianisme prolétarien. Et vous dites là-dessus, c'est une femme sans attache. C'est quoi? C'est une femme pure, mais sans croyance en Jésus en l'occurrence. Ouvrez un dictionnaire et vous verrez, s'il y a 5% de grands personnages féminins dans l'histoire, c'est déjà beaucoup. À part les abbesses, les reines, quelques scientifiques, il n'y a pas grand monde dans les anciens quelques courtisanes quand même, Jean-Philippe Trottier. Évidemment. Ouais. Ah, ça c'est un commentaire patriarcal, ça mon cher. Ah bien sûr, j'assume. Fermez votre radio s'il vous plaît. Alors, justement, si vous voulez, on a comme... Ces femmes-là n'ont pas participé à l'histoire. L'idéologie essentialiste en fait des Cendrillon, des Blanche-Neige, puisqu'elles n'ont jamais trempé dans le cambouis de l'histoire et du pouvoir. Elles sont vierges de tout mal. Et donc, le pouvoir qu'elles réclament, ce qui est tout à fait justifié, elles vont l'exercer de façon pure. Je vous ramène un bouquin de 2004 de Liliane Candel sur féminisme et nazisme. Et Elisabeth de Fontenay, une philosophe française, dit « Est-ce que les opprimées sont structurellement innocentes ?» C'est ça la question. Est-ce que les victimes d'aujourd'hui, alors j'élargis le propos, est-ce que les victimes d'aujourd'hui, réelles ou autoproclamées, sont des pages vierges qui ne font jamais le mal et dont le combat est pur et devant lequel on ne peut que s'écraser? Et est-ce que la victime d'hier ne peut pas devenir l'autocrate ou le dictateur d'aujourd'hui? Absolument. Ou de demain? Moi, je le pense dans certains cas, dans d'autres, non. Il faut discerner là-dedans. Et ça pose un autre problème, mais d'ordre métaphysique. Est-ce qu'il y a des gens sur Terre qui sont purs? C'est la question. En christianisme, je vous ressors allez-y. Il y a deux personnages qui sont pur et incapable de pécher, c'est Jésus-Christ et la Vierge Marie. On a oublié tout ce beau monde-là, si vous voulez, sauf que la nostalgie de personnages comme ça continue de courir dans le tréfonds de notre cœur et de nos passions, et on se cherche de Jésus-Christ et des Vierges Marie à droite et à gauche. Par procuration. Oui, ou par dégradation, si vous voulez. Et je comprends très bien ce désir, je l'ai moi aussi, si vous voulez, vous l'avez certainement. Le problème, c'est que quand on devient un groupe et quand on a du pouvoir politique, on ne peut plus invoquer le religieux qui ne se nomme pas. C'est ça qui est dangereux et c'est ça qui donne la force imparable de ces mouvements, parce que comment peut-on s'opposer à la Vierge Marie ou à Jésus-Christ?
Oui, mais ces mouvements ne se réclament pas de la Vierge Marie ou de Jésus-Christ. Ils se proclament du bien. Et alors justement, parlons-en de cette notion du bien. Vous en parlez dans votre livre, et de façon très claire. Est-ce que effectivement, à partir du moment où elles appartiennent, où ces mouvements appartiennent au camp du bien, eh bien, ça leur donne la pureté, presque la virginité primale, et donc tout va bien pour eux. Et ils sont incapables de faire le mal ou d'être violents ou d'être méchants. Et s'ils le sont, c'est par accident ou par réaction au patriarcat, à la bourgeoisie capitaliste, aux colonialistes, à l'homme blanc hétérosexuel, à tout ce qui a suivi le néolithique. Enfin, la liste est longue. Et le problème, c'est que c'est un combat moral. On est dans le jeu vidéo. On est dans le jeu vidéo. On a un jeu vidéo avec les bons et les méchants. Or, l'histoire est beaucoup plus ambiguë, beaucoup plus visqueuse que cela. Le cœur de l'homme est trouble. Je n'invente rien en disant ça. Bien sûr. D'ailleurs, vous avez une très belle citation de Solzhenitsyn sur le bien et le mal à l'intérieur de nous-mêmes. C'est une autre question, mais... Et vous dites aussi, alors c'est très intéressant parce que, donc, vous parlez du recyclage de la religion ou du lien religieux, vous parlez de la chosification des minorités, et vous parlez aussi de l'aplatissement du réel. Qu'avez-vous voulu dire par cet aplatissement du réel ? Alors là, je suis un traditionnaliste au sens presque de René Guénon, un penseur français qui s'est converti à l'islam soufi et qui est allé mourir au Caire en 1951. Et il a posé un diagnostic très sévère sur le monde moderne, issu de la Renaissance, issu des conquêtes scientifiques, de la Bible accessible à tout le monde, de l'individualisme, etc. Le traditionnel vit dans un monde, prenez l'exemple médiéval si vous voulez, qui sert de modèle, ou moi qui suis québécois, l'autochtonie. Les autochtones d'ici sont de mentalité traditionnelle dans un monde où la sacralité baigne tout, où les liens sont organiques, où il y a un dieu ou des dieux, peu importe, mais on est dans un monde épais ontologiquement, alors que le monde moderne est devenu un monde chosifiable, une énigme à résoudre, et on peut conquérir l'univers et comprendre ses lois. C'est une conquête fantastique. Cette conquête, je ne me plains pas de la modernité. Écoutez, vous et moi, on peut dialoguer à travers l'Atlantique grâce à cette modernité. Rien que ça, c'est pas mal. Mais il y a un aplatissement qui est le prix à payer et qu'on ne nomme jamais. C'est-à-dire que notre univers symbolique s'est appauvri. Notre religion, dans le meilleur des cas, s'est appauvrie en morale ou en dogmatisme. J'ai rien contre tout ça. Mais ça phagocyte. Ce n'est plus la même chose. Et il faut revenir à une vision beaucoup plus épaisse du monde et qui enrichisse l'expérience humaine et les relations humaines. Et qu'il ne soit pas cette société liquide et poreuse dont parlait Zygmunt Bauman. On en parle toujours avec vous, c'est très intéressant. Jean-Philippe Trottier, des neiges québécoises à l'hiver parisien. Tout de suite, après une toute petite pause, à tout de suite. Et vous avez la parole sur Sud Radio 0826 300 300 pour interpeller Jean-Philippe Trottier. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jean-Philippe Trottier aussi, avec Les Illusions dangereuses, paru aux éditions Artege. Un livre, effectivement, qui remet beaucoup de pendules à l'heure. Et nous parlions justement de cette chosification de réel. Et vous évoquez ce fameux poème de Kipling, Le fardeau de l'homme blanc, que vous publiez dans son intégralité. Mais surtout, vous faites un portrait, d'ailleurs qui est le vôtre, qui est le mien, qui est d'un certain nombre de gens. Vous parlez de ce pelé, ce galeux d'où vient tout le mal blanc, judéo-chrétien et hétérosexuel. Donc celui-ci, et vous parlez de l'Occident, et la fin de votre livre est remarquable de ce point de vue-là. Vous dites ceci, Jean-Philippe Trottier, donc l'Occident, il ne faut pas oublier que si aujourd'hui il y a de l'esprit critique, il y est pour quelque chose. Et vous concluez là-dessus en disant... Ne soyons pas pessimistes, on peut encore apporter des choses et on peut justement s'autocritiquer, c'est ce qu'on fait au bon sens du terme. Mais, première question,
Alors, est-ce que ce sera la tyrannie victimaire, la concurrence des minorités? Et seconde chose, est-ce que l'Occident ne s'est pas trahi lui-même dans ses fondements? Et si un certain nombre de gens, comme on dit aujourd'hui, de Macron à tout le sud du monde ne veut plus entendre parler du Nord, est-ce que ce n'est pas aussi parce que l'Occident lui-même a oublié ses valeurs? Jean-Philippe Trottier. On a combien de minutes pour répondre à ces questions? Vous avez un quart d'heure, cher Jean-Philippe, c'est pas mal, déjà. C'est très bien, oui. Le sens critique, André Berkoff, il vient des Grecs. Attendez, je vous entends mal. Allez-y. Vous m'entendez mal? C'est oui, mieux là ou pas? Là, ça va mieux, oui, absolument. C'est mieux? Oui. Nous sommes héritiers des Grecs anciens qui avaient développé le sens critique. Le sens critique veut dire retourner sur soi et examiner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, pour essayer d'améliorer les choses. Enfin, c'était l'esprit inquisiteur des Grecs. Bien sûr. Et c'est ce qui a permis cette modernité dans le sujet malgré tout. Ça permet des progrès technologiques, ça permet des progrès, une introspection, ça permet beaucoup de choses, la psychanalyse, enfin tout ce que vous voudrez. Pas que les Grecs, les Juifs font la même chose aussi, les Romains un peu moins. Donc voilà, le problème c'est qu'on s'est glorifié de cela et puis on a voulu partager ça avec tout le monde. Je n'ai rien contre. Le problème c'est que d'autres gens se sont emparés, d'autres gens ailleurs ou même chez nous se sont emparés de ça et ont joué au is no good. Ils ont voulu être calife à la place du calife en se servant d'une arme de croissance, mais pour piquer comme un scorpion, pour piquer cette civilisation elle-même. Oui. Et à ce titre-là, et je rejoins le propos de Alain Finkielkraut, nous sommes ingrats. Notre modernité issue des dernières de la génération est extrêmement ingrate à l'égard de ce passé qui lui a donné tout l'outillage, tout l'arsenal conceptuel pour pouvoir se démolir elle-même. Vous parlez de Macron, vous parlez d'autres gens, si vous voulez. On a des élites maintenant, je ne peux pas faire un jugement en bloc, il y a beaucoup une tendance, et chez nous c'est encore plus développé, à vouloir corriger le peuple, à vouloir corriger ce dont l'origine de ces élites pour l'améliorer et pour en faire une espèce de peuple idéal, de peuple aseptisé, de peuple sans racines, de peuple et surtout de peuple sans métaphysique. Ouais. Alors on est là, on est en train de changer une métaphysique pour un espèce de progrès creux axé sur une morale d'ouverture que les principaux intéressés n'appliquent même pas. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans, plus grave que ça, encore une fois, un instinct suicidaire? C'est-à-dire que ces élites dont vous parlez, d'ailleurs, et qu'on pourra, j'espère, changer un jour, parce qu'il faut des élites, mais peut-être pas toujours les mêmes, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même, Jean-Philippe Trottier, justement, cet abandon de la spiritualité, qu'elle soit divine ou qu'elle soit laïque, enfin, c'est une autre discussion, mais quand même, oui. Cette espèce de volonté de l'Occident d'oublier qui il est, parce que la chose la plus importante, c'est pas ils ont voulu améliorer, ils ont voulu marchandiser. C'est la marchandisation la plus totale d'ailleurs du monde. De ce point de vue, l'Occident a très bien réussi son coup, le monde entier était marchandisé, mais qui l'a marchandisé aussi? Donc on a amené l'esprit critique, on a amené la Renaissance, on a amené tout cela qui est formidable, l'instinct de l'autonomie, l'individualisme et tout, mais en même temps on a amené alors en tsunami la marchandise. Oui, oui, allez-y. Et on s'est libéré des contraintes, chose qu'un esprit traditionnel qu'on trouve en Afrique, en Amérique, en Asie, ont encore à l'esprit. On a, dans notre volonté prométhéenne, on a libéré, on a pris le feu des dieux, puis on l'a partagé avec tout le monde. J'ai rien contre, mais ce sont des gestes qui ont des conséquences extrêmement sérieuses. Je reviens à l'idée d'élite, André Berkoff. Oui. Une élite, qu'est-ce qu'elle veut? Au lieu d'être au service d'un peuple dont elle explicite les potentialités, oui. Ça c'est une vision traditionnelle et chrétienne également, elle veut rester au pouvoir. Si j'étais de l'élite, je ferais certainement la même chose aussi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mode est à la repentance. Si vous voulez, vous qui êtes de l'élite, mettons, vous voulez rester en place, en selle, alors vous allez entonner le catéchisme de la repentance. On a un Premier ministre au Canada, Justin Trudeau, qui est un professionnel lacrymal, qui va sur les tribunes internationales et pour pleurnicher. Il pleurniche sur tout le monde, sauf l'homme blanc, chrétien, hétérosexuel, ou certaines minorités blanches qui ont été déportées, comme les Acadiens. Ça, on ne pipe pas mot là-dessus parce que ce n'est pas payant. Vous voulez dire qu'au lieu de aimez-vous les uns les autres, on dit fouettez-vous les uns les autres? C'est ça le credo? Non, c'est fouettez-moi et j'en serai encore plus grand.
On serait moralement grandi. Le Canada est un pays qui n'a pas de pouvoir réel, si vous voulez, mais qui a inventé le pouvoir moral et le pouvoir moralisateur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait sur des tribunes? Très souvent, symboliquement, je coupe mon zizi. Les gens m'applaudissent. Regardez, cet homme-là, il coupe son zizi, c'est extraordinaire, c'est un type. Quelle humilité! Ça, c'est du christianisme dévoyé, si vous voulez. Au lieu d'être humble, on est humilié et on en ressort encore plus grandi. Tout la Rochefoucauld du XVIe siècle est là-dedans. Oui, c'est assez ça. Ce n'est même plus un suicide, c'est vraiment une espèce de décapitation à tous les étages, quoi. C'est ça. Oui. Et alors, et vous dites effectivement, alors c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé vraiment votre livre et je le recommande, mais j'ai beaucoup aimé particulièrement la fin. Quand vous citez d'ailleurs cette phrase magnifique de René Char, notre héritage n'est précédé d'aucun testament, donc nous avons tout à construire. Et aussi, vous dites, et vous célébrez les aveugles solitaires. Vous dites effectivement que ce sont un certain nombre de gens qui vont, comme d'habitude, sauver la mise. Enfin, en tout cas, on l'espère. C'est quoi ces aveugles solitaires, Jean-Philippe Trottier ? Ce sont des prophètes. Or, les chrétiens, l'Église catholique, dont je fais partie, a complètement oublié la fonction prophétique qui était juive à l'origine. Un prophète est seul, il n'est jamais prophète dans son pays pour commencer, et puis on va le lapider. Alors, regardez Jérémie, c'est un ratage total. Hein. Alors, regardez d'autres, ils ont fini n'importe comment, on ne sait même pas où ils ont fini en général. Un prophète, qu'est-ce qu'il fait le prophète? C'est pas Monsieur Météo ou Monsieur l'économiste de Wall Street. Un prophète, c'est celui qui dit la parole de Dieu en contexte religieux ou la parole de la racine, si vous préférez, pour parler plus moderne. Et donc, le prophète, il est là, il rappelle certaines vérités à un groupe qui le déteste parce que le groupe préfère se distraire, au sens pascalien du terme, préfère se divertir. Le prophète dit non, bande de cons, c'est pas comme ça qu'on vit. La parole de Dieu, c'est cela. Et donc, il faut. Solzhenitsyn, que je cite, est un prophète. Chez vous, en Europe. C'est un prophète. Il y a un gars comme Philippe de Villiers, je le connais pas, mais j'ai lu certains de ses livres. Il a une parole prophétique aussi, qui passe très difficilement. On lui tape tout le temps dessus. Mais en fait, est quelqu'un qui dit 2-3 trucs essentiels et qui force à réagir. En fait, il rappelle des principes de base, quelque part. Absolument. Absolument. Et ben, les gens n'aiment pas ça, c'est évident. Regardez un film de Pasolini, Théorème, par exemple. Il y a un gars qui est l'ange de la vérité, qui vient coucher avec tout le monde dans cette famille bourgeoise de Milan. Ben, c'est l'ange de la vérité et il fout le bordel dans toute la famille. Mais parce que cette famille est fausse. Et lui, il a révélé toute la connerie ambiante et, si vous voulez, il secoue le cocotier. Un prophète, c'est cela. Absolument, et c'est vrai que citer cela, c'est très important, et vous citez évidemment Lampedusa, il faut que tout change pour que rien ne change. Enfin, on pourrait aller très loin là-dessus, mais je crois que le plus important, effectivement, devant cette atonie, cet aplatissement, cette robotisation et ce rabot, eh ben, il faut garder très, 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 très fort un certain nombre de valeurs, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient, je dirais, terrestres, mais au moins, elles doivent être là. Et on voit très très bien l'enjeu aujourd'hui. On va recevoir, Jean-Philippe Trottier, beaucoup de gens nous appellent pour dialoguer avec vous. Lucien, qui avons-nous? Oui, beaucoup de gens nous appellent et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Et on accueille Johan de Nîmes. Bonjour Johan. Bonjour Johan. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour et bonjour à votre invité. En tout cas, je suis très content d'entendre votre radio et je suis toujours à l'écoute. Merci. Alors, j'aurais voulu évidemment réagir par rapport aux propos de monsieur, par rapport à l'idolâtrie et évidemment au communisme. Moi, étant de famille de père et grand-père qui étaient au Parti communiste français, bon, il y a quelques années, mon père étant décédé, voilà, il disait souvent, si on pouvait revenir un peu à la religion, il disait si Jésus aurait été d'un parti politique, il aurait été communiste. Voilà. Donc je voulais juste réagir par rapport à ça et évidemment citer Staline. Évidemment, après j'avais vu récemment un discours vis-à-vis de la guerre, de ce qui se passe, un discours qu'il avait fait en 41 quand il disait évidemment le grand Lénine, etc. Et ce qu'il a transformé par rapport à ça, après la mort de Lénine, il a transformé évidemment ce personnage
en un idole. Et évidemment un emblème du communisme qui est peut-être que Lénine ne voulait pas forcément cela. On en saura peut-être pas. Peut-être pas. Non, je comprends, Johan. En fait, Jean-Philippe Trottier, c'est intéressant parce que le communisme en tel, c'est le vrai, il voulait, mais il n'a peut-être pas eu l'application et sûrement pas eu mais il voulait aussi le bonheur de l'humanité souffrante. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que dit Johan? Parce que c'est vrai que dans l'idéal communiste, au départ, c'est un idéal d'égalité, Alors, absolument, je suis entièrement d'accord avec Johan. Moi-même, je serais communiste à l'écouter. Un système, quand il se met en place, et il ne se met pas en place gratuitement et pour rien. Alors, le mouvement woke, toutes les minorités, elles ont une raison quelque part. Le communisme a par ailleurs mobilisé le meilleur de millions d'hommes. Ça, il ne faut pas le cacher. Faut pas l'oublier, absolument. Ça a été un idéal extraordinaire, le communisme, de fraternité, d'égalité. Le problème, c'est que quand on veut faire ça sur Terre uniquement et sans transcendance, on risque... Le bien est très voisin du mal. Je ne vous apprends rien. Saint Jérôme de Stridon au IVe siècle disait que que le diable était le singe du bon Dieu. Départager ce qui est noble dans le communisme de ce qui peut devenir pervers est une tâche extrêmement délicate et très douloureuse pour des gens qui ont donné leur âme, si tant est que ça existe en communisme. Ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour l'humanité. C'est clair. En tout cas, c'est vraiment une vraie discussion, ça, là-dessus, et ne pas mettre à l'égalité tous les systèmes totalitaires. Ah non. Ce serait grotesque. Lucien. Merci beaucoup, Joanne. Et ne nous quittez pas, une petite page de pub et on revient toujours au 0826 300 300 pour participer à l'émission. Et on accueillera Françoise de Alès. À tout de suite sur Sud Radio. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h46 sur Sud Radio. Vous êtes bien dans le face-à-face d'André Berkov avec Jean-Philippe Trottier pour son livre Les illusions dangereuses. Et vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300 300. On accueille tout de suite Françoise de Alès. Bonjour Françoise. Bonjour Françoise. Oui, bonjour André. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois parce que vos émissions sont passionnantes et je suis horrifiée moi par toutes ces formes d'intolérance, de fascisme, moi ça me touche beaucoup au niveau de la littérature, au niveau de l'écologie, au niveau spirituel. Je trouve ça lamentable. Et je voulais demander à votre invité, il y a j'ai pas terminé la lecture de ce livre, qui est très intéressante. Vous aviez reçu Jean-François Bronstein qui a écrit La religion woke. Et donc j'ai lu que dans certaines églises aux États-Unis, l'idéologie transgenre était promue, était encouragée. Et moi je voulais demander à votre invité, donc est-ce qu'il pense que les promoteurs de ces idéologies, donc qui veulent se débarrasser de toute religiosité, de toute transcendance, est-ce qu'à son avis, ils ont conscience que justement, ils sont en train de fabriquer une nouvelle religion? C'est-à-dire, à mon avis, en voulant transformer le corps, le modifier, on se prend pour Dieu, en voulant reculer les limites. Je pense que l'homme se prend pour Dieu. Et moi, je suis pas catholique, je suis protestante. Ça me fait penser à quand on a dit à l'homme dans le jardin d'Éden, si vous mangez le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme des dieux. Et je pense que quelque part, il y a peut-être cette tentation, mais qui n'est peut-être pas consciente. Moi, je pense qu'on ne peut pas vivre sans croire en quelque chose. Donc, je crois que peut-être toutes ces personnes qui veulent évacuer le sacré, en fait, ne s'en rendent pas compte, mais ne l'évacuent pas réellement. Alors, Françoise, on va justement demander à Jean-Philippe Trottier. Je rappellerai simplement ce matin sur les réseaux sociaux, et c'était pas une fake news, une fake image. Il y avait un prêtre ou pas un évêque, enfin un prédicateur. Je ne sais pas si c'est l'Amérique ou l'Angleterre qui disait, écoutez, sachez-le, Dieu est gay, Dieu est queer, Dieu est cisgenre, Dieu est binaire, etc., etc. Jean-Philippe Trottier, la question de Françoise, elle est essentielle quand même. Est-ce que tout ça ne sont pas des gens qui veulent effectivement se prendre pour Dieu ou pour des dieux? La meilleure façon de faire de la terre un enfer, c'est de vouloir en faire un paradis. Alors évidemment, pour faire un paradis sur
faire, c'est l'homme qui va le faire. Pourquoi avoir besoin de Dieu? Parce que nous, on est maîtres chez nous, et donc c'est nous qui allons décider de faire un paradis ici-bas. Et donc ça prendra des goulags, des camps de concentration, de rééducation, des réécritures de romans et des choses comme ça. Tout ça, c'est... évidemment, il y a un danger. Et le problème, c'est que Françoise Dallès, bonjour Françoise d'ailleurs, a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'un discours comme ça aujourd'hui passe pour passéiste, rétrograde. Oh, c'est une vieille religion. Je me fiche d'être passéiste et rétrograde. On s'en fout, oui. On s'en fout, Jean-Philippe. Passons avec ces qualificatifs. Perdons pas de temps, mais dites-nous en fait aujourd'hui. Oui, le problème, allez-y. Le problème, c'est qu'il y a toujours cette question métaphysique de vouloir se prendre pour Dieu. Si on oublie Dieu, il va revenir par la porte en arrière de façon dégradée. Vous serez comme des dieux. C'est aussi un titre d'un ouvrage de Gustave Thibon. C'est une pièce de théâtre qu'il avait écrite. Gustave Thibon, un grand penseur du sud du Marais, Gustave Thibon, bien sûr, très grand. N'est-ce pas? Et donc, oui, alors, le problème, c'est qu'on ne pense jamais faire le mal au moment de faire le mal. Et quand on fait le mal, il y a aussi du bien là-dedans. C'est-à-dire que les technologies qui nous permettent de changer de sexe, qui nous permettent de faire plein de trucs maintenant, pourquoi pas? Le problème, c'est que la réflexion morale n'évolue pas aussi vite que le progrès technologique. Et on est dépassé par notre capacité. C'est la langue de Zop, hein, le bien et le mal. Oui, tout à fait. Alors justement, il faut prendre le temps. Or, nous sommes orgueilleux. Puisque nous pouvons le faire, on va le faire. Et c'est ça une erreur. C'est pas parce que je peux tuer mon voisin que je vais le tuer. C'est pas parce que je peux changer ci ou ça que je vais le faire. C'est pas sa possibilité qui en fait la valeur. C'est ça. Et c'est ça le plus important, Françoise, mais c'est une question essentielle, effectivement. Ça demande éducation, lucidité et encore une fois, esprit critique. De ce point de vue, l'Occident a joué un très grand rôle. Lucien. Merci beaucoup de cette question, Françoise. Et on accueille Patrick de Paris. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour à votre invité et je vous fais mes félicitations à votre émission. Alors voilà, je voulais juste rappeler à propos de l'intervention qui avait été faite à propos du communisme et qui avait dit que le communisme était un grand idéal d'égalité. Il y a quand même autre chose dans le communisme et enfin dans le marxisme en fait, c'est que Marx, une des choses qu'il voulait, c'était détruire la religion pour faire passer, on va dire, le contenu de la religion, de transformer la religion en une idéologie profane. Et donc c'est un peu ce qu'il a, un de ses propos, notamment dans la question juive. Et donc il y a quand même une volonté, enfin pour moi c'est une forme de, on va dire en tout cas, si ce n'est de péché originel du marxisme, la volonté délibérée d'amputer l'homme de sa dimension transcendantale. Spirituelle. Voilà, spirituelle. Voilà, donc c'est ça que je voulais un petit peu rétablir, parce que finalement c'est un peu au centre de toutes les problématiques que vous évoquez. Et la deuxième chose, très rapidement... Très rapidement, Patrick, oui, allez-y. La deuxième chose, c'est... bon, moi, je vis au Brésil, il se passe des tas de choses au Brésil en ce moment, très importantes, qui sont complètement tues. Et j'aurais voulu avoir l'opportunité d'en parler. Alors, Patrick, ça, on fera bientôt, si vous êtes... Et je sais que vous êtes fidèle à notre émission, je ne sais pas quand exactement, on fera une émission sur le Brésil, justement, avec ce qui se passe là-bas. Donc ça, on prendra le temps de le faire. Mais je voudrais juste que Jean-Philippe Trottier réagisse par rapport au marxisme, au communisme, etc. Parce qu'évidemment, c'est toujours extrêmement présent. Alors, Marx, on le sait, la religion, c'est l'opium du peuple. Alors, quelquefois, il n'avait pas tort, hein, aussi. L'utilisation de la religion au niveau du pouvoir, on le sait encore aujourd'hui. Hein. C'est pas fini du tout avec les religions. Hein. Je ne parle pas sûrement de telle ou telle religion. Donc, Jean-Philippe Trottier, est-ce qu'on n'est pas, au fond, aujourd'hui, dans une espèce de retour absolument incroyable alors, vous parlez d'idolâtrie, effectivement, de ces nouvelles idoles, mais qui, quelquefois, utilisent des oripeaux religieux, ou peut-être des vieux oripeaux et pas des habits neufs. Et des oripeaux qui ne se nomment pas et qui sont d'autant plus efficaces, qui ne se nomment pas, justement. C'est comme si moi, je vous perce le ventre avec un poignard en disant que c'est en plastique. Vous croyez que c'est en plastique, mais vous avez mal, mais vous dites, mais c'est en plastique, donc je ne peux pas faire le mal, et vous n'avez pas le droit de souffrir. Comment c'est bien ce que Patrick disait de Marx, il a entièrement raison.
Le 19e siècle a connu 3 grands penseurs et soupçons, Marx, Nietzsche et Freud, qui ont déboulonné toute la religiosité, tout le côté pastel, tout le côté cucu, tout le côté... Ça, je parle de moi-même, je parle pas... c'est vrai. Je suis pas magistère. Et ils ont fait œuvre utile de ce point de vue-là. Ils ont fait œuvre utile. Nietzsche était d'une lucidité, mais absolument souffrante comme tout. Il est mort fou, d'ailleurs. Freud a inventé, si vous voulez, la psychanalyse à partir du judaïsme. Ça est très bien que le monde religieux, maintenant, se serve de ces tremplins-là, qui sont des gifles, des désillusions, mais pour approfondir sa religiosité et sa vérité. Il faut dynamiser Marx, Nietzsche et Freud pour les dépasser, pour s'en servir, parce qu'ils n'avaient pas tort dans ce qu'ils racontaient. Le problème, c'est qu'ils ont été absolutisés. C'est ça le problème. Non, mais c'est toujours ça. Je crois que vous posez la question essentielle. C'est comme les technologies, c'est comme l'intelligence artificielle. Il faut que l'homme l'utilise. Il ne faut pas que l'homme, par l'intelligence artificielle, se laisse aller à sa connerie naturelle. C'est toujours le problème. Il faut dépasser par le haut et non pas par le bas. Jean-Philippe Trottier. On a besoin d'espérer pour entreprendre. Voilà. Revenons à l'essentiel. Il y a une phrase formidable, je voulais vous dire aussi. C'est très très joli. Je voudrais citer vous rapportez cela dans votre livre. Vous dites ceci: la prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Et dans les narratifs que l'on vit aujourd'hui, que ce soit le Covid ou l'Ukraine ou autre, c'est vraiment ça. Et vous dites ceci aussi à la fin, Jean-Philippe Trottier, ça c'est de vous et pas d'Isaïe, mais vous dites: tout comme l'homme blanc occidental, du moins celui qui accepte, que l'accueil de la tradition ineffable et fondatrice n'est plus un fardeau, mais un appel. C'est bête comme chou. La conscience douloureuse de l'absence de Dieu veut dire que nous sommes à 2 doigts de la vraie foi, celle qui remet en marche une personne, une culture, un peuple, une civilisation. Sauf que, comment elle va se remettre en marche? Gros travail d'Hercule, Jean-Philippe Trottier. L'action appartient à l'homme, le résultat appartient non pas à l'homme, mais à Dieu, au destin, au tout autre, si vous voulez. C'est pas moi, n'importe qui d'autre. On peut pas concevoir l'avenir, on ne le sait pas. On peut pas savoir. D'ailleurs, c'est pour ça que l'Église n'aime pas les voyants ou les sciences occultes. On ne peut pas savoir l'avenir. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est agir en toute conscience aujourd'hui, maintenant, en espérant que. En tout cas, votre livre y contribue. Vraiment, et je vous en félicite parce que c'est un livre qui est roboratif. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. Et merci à Jean-Philippe Trottier pour son livre Les illusions dangereuses. Tout de suite, l'émission de Brigitte Lahaye. À tout de suite sur Sud Radio.